C'est un plaisir d'être ici comme chaque année maintenant depuis quelques années. Et je vais donc moi vous parler aujourd'hui de la prédisposition génétique aux infections virales cutanées. Mais en fait, je vais me focaliser beaucoup plus particulièrement sur les infections à papillomavirus, en vous présentant les derniers résultats que nous avons obtenus au laboratoire et en essayant en tout cas de vous convaincre de l'intérêt de s'intéresser aussi à ces maladies infectieuses, même si elles ne sont pas comme beaucoup de celles dont nous avons entendu parler depuis le début de ce congrès, elles ne vont pas jouer sur le pronostic vital, en tout cas pas dans un temps court par rapport à ce que vous avez pu voir ce matin et hier. Donc juste d'abord quelques définitions, je suis désolée, j'ai juste ramené les basiques, mais c'est pour essayer après d'aller un petit peu plus loin. Donc bien sûr, qu'est-ce que c'est que la réponse immunitaire? La réponse immunitaire, c'est ce qui va nous permettre d'abord de discriminer entre le soi et le non-soi, donc de reconnaître quand il y a des agressions extérieures, et bien sûr notamment les microbes. Elles permettent aussi, la réponse immunitaire, de nous préserver contre des mécanismes oncogènes, donc tous les processus cancéreux. Une infection opportuniste, et merci Salé encore pour notre discussion d'hier, c'est une définition qui est essentiellement venue avec l'apparition du sida, où effectivement, du coup, les personnes qui avaient le sida faisaient aussi des infections opportunistes. Mais en fait, en étudiant les déficits immunitaires primaires, nous observons que finalement, toute infection dite opportuniste est une infection vraisemblablement liée à un défaut génétique et un défaut dans la réponse immunitaire, et qui pendant très longtemps, et ça reste encore vrai aujourd'hui, j'espère que je vais un petit peu vous convaincre que ce n'est pas aussi simple que ça, les déficits immunitaires, qu'est-ce que c'était? C'était bien sûr une réponse immunitaire qui est défective, et en général on considère qu'elle est défective soit parce qu'il manque certaines cellules de la réponse, enfin des cellules des globules blancs, des lymphocytes T en général, en tout cas c'est ceux qui donnent les phénotypes les plus sévères, soit les cellules sont là mais elles ne sont pas fonctionnelles, et j'espère vous montrer finalement, voilà, ça devient encore un peu plus compliqué que ça. En tout cas, les déficits immunitaires sont la conséquence d'une réponse immunitaire diminuée ou augmentée. Il ne faut pas augmenter. En fait, un déficit immunitaire, c'est une réponse immunitaire qui n'est pas celle auquel on s'attend. Et si les signaux de départ ne sont pas les bons, et ben finalement, ça va se traduire par soit trop peu, soit trop de réponses. Et au final, ça va devenir délétère pour la personne et le patient. Juste aussi un tout petit rappel, parce que ça, là aussi je pense que ça va peut-être contribuer à vous convaincre de ce que je vais essayer de vous convaincre à la fin, c'est que, en tout cas moi quand j'ai appris l'immunologie, c'était dans les années 90, donc ça fait quand même maintenant quelques années, et à l'époque on venait de découvrir le TCR, et finalement on avait l'impression que tous les déficits immunitaires allaient toucher les lymphocytes T ou les lymphocytes B. Et c'était donc la réponse adaptative, ça allait tout expliquer, et avec ça, on allait pouvoir, en comprenant ça, on allait pouvoir bien évidemment soigner et mieux traiter tous les patients. Et puis ensuite, à la fin des années 90, au début des années 2000, par le modèle de la drosophile, qui n'était pas forcément le modèle auquel on pensait initialement pour étudier la réponse immunitaire, on a découvert les toll-like récepteurs, qui ont ensuite été découverts dans un deuxième temps chez les mammifères, la souris, puis l'homme. Et merci Salé pour avoir rappelé après TLR3, IRAK4, 1088 et Bertrand ce matin. Et maintenant, on arrive en fait à réaliser qu'il y a de plus en plus de sous-ensembles de cellules immunitaires, et qui avant étaient considérées comme les T. Maintenant on ne parle plus de lymphocytes T, on ne parle plus non plus des CD4, des CD8, on va parler des TH1, des TH1 star, des TH17, des TH2, etc., etc. On parle des cellules immunitaires, des lymphocytes immunitaires innés, les fameux ILC qui concernent aussi bien les NK que aussi des sous-populations dont on ne sait pas vraiment à quoi elles servent, les mate cells, les NKT, les gamma delta. Il n'y a pas vraiment encore de déficit immunitaire qui nous permet de comprendre leur fonction, mais on réalise que quand même dans la réponse immunitaire et dans cette réponse adaptative, finalement, c'était beaucoup plus compliqué, et des cellules qui n'étaient considérées impliquées dans la réponse adaptative sont aussi impliquées dans la réponse immunitaire innée. Et les modèles animaux, pendant longtemps, ont été aussi la voie, on espérait, royale pour mieux comprendre, et donc pareil, mieux comprendre ce qui se passait chez l'homme et donc mieux soigner. Et en fait, on réalise que les modèles animaux sont essentiels et très importants pour comprendre toutes les fonctions d'une protéine. On prend une souris qui est KO pour l'interféron gamma, on l'infecte avec tout et n'importe quoi, elle va globalement être malade. Et donc ça donnait l'impression que l'interféron gamma, il était essentiel pour induire la bonne réponse immunitaire contre tous les microbes. Et en fait, par l'étude de Jean Laurent et du MSMD, on réalise que les patients qui n'ont pas d'interféron gamma récepteur, ils ne sont pas sensibles à tout et n'importe quoi, ils sont sensibles aux mycobactéries. Donc l'interféron gamma est important sans doute dans beaucoup de choses dans la réponse immunitaire, mais son rôle essentiel, fondamental, unique, qui n'est pas redondant avec une autre protéine de la réponse immunitaire, c'est la lutte contre les mycobactéries.
Et en plus, bien sûr, les souris KO sont aussi parfois limitées parce qu'elles peuvent être létales embryonnaires ou parce qu'elles sont faites dans un autre contexte. Ce n'est pas des gens qui s'intéressent à l'immunité. Elles ne sont pas du tout étudiées sur la réponse immunitaire. On ne sait pas si elles ont assez de T, pas assez de T, de B, si elles sont sensibles aux infections. Donc, c'est un modèle très important, mais qui effectivement ne nous permettait pas, nous, les gens qui s'intéressent à la pathologie humaine, d'aller forcément jusqu'au bout de la compréhension de ce qui se passait chez l'homme. Donc c'est pour ça que étudier les déficits immunitaires, c'est important pour soigner les personnes, mais parce qu'aussi ça va nous apporter des tonnes de connaissances et cliniques et fondamentales. D'abord, ce sont des modèles naturels d'infection. On ne va pas nous injecter, excepté les vaccins vivants, on ne nous injecte pas de pathogènes, on va s'infecter naturellement. Ça va permettre, quand on identifie des nouveaux gènes, bien sûr, de faire du diagnostic et du conseil génétique. Ça va nous comprendre quelle est la fonction essentielle et unique de chaque molécule ou de chaque voie de signalisation, et donc justement derrière, éventuellement, de penser à des traitements, à de la thérapeutique qui va être spécifique. Et enfin, ce que moi je vais essayer de vous montrer maintenant, après cette longue introduction, excusez-moi, c'est qu'en fait, la réponse immunitaire, ce n'est pas que le fait des globules blancs et des cellules qu'on considère comme les cellules de l'immunité. Donc voilà, les globules blancs ou les macrophages qui résident dans les tissus. Mais c'est finalement, il y a les professionnels de l'immunité. Et là, on parle effectivement des cellules hématopoïétiques, qu'elles soient circulantes ou qu'elles résident dans un tissu. Mais en fait, pour que l'initiation de cette réponse immunitaire se fasse correctement, il est vraisemblable que les cellules qui sont non pas des professionnels de l'immunité, mais les professionnels du tissu qui va être infecté, elles donnent aussi les bons signaux. Et je vais essayer de vous illustrer ça tout de suite. Alors, les infections cutanées, alors moi je m'intéresse maintenant aux infections virales et cutanées ou hépatiques, mais aujourd'hui je vais vous parler que des infections cutanées. Donc on retrouve les infections cutanées dans beaucoup de déficits immunitaires, puisque la peau étant quand même une des premières barrières, bien évidemment, elle est énormément sollicitée par les agressions extérieures. Il y a donc les infections par le molluscum contagiosium, et je vous ai cité à côté de chaque famille de virus quelques gènes qui sont quand même connus pour être associés à des sensibilités à ce microbe. Donc dans le cas de molluscum, ça va être RLTPR, GATA2, les mutations dominantes négatives de CARD 11. Pardon. Dans le cas des infections à herpès, je vous ai cité aussi les travaux sur l'encéphalite et je vous ai cité le fait que nous, on étudiait maintenant les hépatites fulminantes à herpès, même si pour le moment, on n'a pas trouvé de gène. Mais dans le cadre des infections disséminées et récurrentes au niveau cutané, on a les mutations statin-goff gain de fonction, les GATA2, les DOC8, donc beaucoup de gènes qui touchent en général la réponse des lymphocytes T. Même chose pour les infections disséminées cutanées AVZV qui sont souvent retrouvées au contraire dans les stades 3, perte de fonction cette fois-ci. Et comme on l'a déjà cité, dans le cas du Kaposi-sarcoma, on a identifié des défauts dans STIM1 et OX40 qui, là aussi, touchent les lymphocytes T en général et les lymphocytes T CD4 plus particulièrement. Ce qui montre bien que dans l'immunité cutanée, quand même, les lymphocytes T CD4, alors sans doute pas tous les lymphocytes T CD4, mais certains, comme les TH17 dans le cas des candidoses, mais qui ne sont pas particulièrement défectueux dans les infections cutanées qui sont présentées ici. En tout cas, les lymphocytes T CD4 jouent un rôle fondamental, même si on ne comprend pas encore forcément comment tous ces gènes sont connectés et pourquoi ils donnent tous ces mêmes manifestations cliniques. Dans le cas des papillomavirus, donc ça donne des infections persistantes, disséminées, qui sont en général, donc dans les verrues, et qui sont en général réfractaires au traitement. Donc les papillomavirus, très rapidement, ce sont des virus à ADN double brin qui ont un cycle de réplication, un cycle viral qui est directement couplé à la cellule cible, donc à la biologie de l'hôte. Et la cellule cible, ce n'est pas une cellule du système immunitaire, c'est le kératinocyte. Donc le kératinocyte, c'est une des cellules qui va composer l'épiderme, qu'on ne retrouve pas dans le derme, mais uniquement dans l'épiderme. Et à la base de l'épiderme, on a les kératinocytes, les souches, si vous voulez, qui vont, au cours de la progression vers l'extérieur, vont se différencier, d'abord se multiplier, puis se différencier. Et les HPV utilisent ce processus, en fait, pour pouvoir se répliquer et se disséminer. Il existe plusieurs sous-catégories de papillomavirus, les alpha, les bêta, les gamma, les mu. Les alpha, on les connaît plus en général à cause des atteintes génitales qu'ils peuvent donner et le cancer du col de l'utérus. Ce sont plutôt les plus agressifs, on va dire, notamment à cause de la présence, alors il faut juste que je retrouve le bon bouton, voilà, de la protéine E5. Il y a les gamma et les mu qui donnent en général les verrues planes ou communes que je vais vous présenter juste après, qui eux n'ont pas E5, mais qui ont une protéine qui s'appelle E8, qui est codée dans cette région-ci.
Enfin, les bêtas HPV, dont je vais vous parler un peu plus longuement maintenant, nous sommes tous porteurs des bêta HPV et nous ne développons absolument aucune manifestation contre eux. Et les virologistes pensent qu'une des explications pour expliquer que les bêta HPV sont complètement non pathogènes pour l'individu sain, c'est parce qu'ils n'ont ni E5 ici, ni le E8 qui est là. Donc ils sont défectifs, ils sont défectueux eux-mêmes pour une protéine virale qui semble essentielle dans les processus pathologiques qu'ils vont mettre en route. Donc les HPV sont responsables de différents types de verrues. Les verrues communes, alors je ne sais pas si vous le voyez, moi je le vois assez bien sur l'écran, mais je ne sais pas si vous le voyez très bien ici. Donc ce sont des verrues qu'on appelle vulgaires, donc qui sont en général très proéminentes, avec une histologie qui est très particulière. Ce sont donc les alpha, gamma et mu qui vont donner ce type de verrues. Il y a aussi les verrues planes, qui sont très légèrement bombées, plutôt un peu rosées, avec aussi une histologie qui est différente des verrues vulgaires. Et là, en revanche, les verrues planes, c'est principalement un alpha HPV qui est responsable de ces verrues, c'est le HPV3. Là aussi, je vous ai mis, donc par exemple, les patients statins gain de fonction peuvent faire pas mal de verrues planes. Et enfin, les deux infections dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais m'intéresser plus particulièrement à l'épidermodysplasie viruciforme, ou l'EV, dont ici, vous ne le voyez sans doute pas très bien, mais ce sont des verrues totalement plates, avec une coloration très particulière et avec une histologie aussi très particulière, parce que vous voyez que les kératinocytes aussi, c'est comme s'il y avait toute une bulle d'air qui entourait les noyaux dans la cellule. Et enfin, je vais juste vous dire à la fin un gène qu'on vient d'identifier dans un phénotype clinique qu'on appelle le Treeman. Vous savez, vous avez dû voir ces images sans doute sur Internet. Ces patients qui ont des verrues telles que ça devient comme de la corne et ça fait vraiment comme s'ils avaient des racines, avec aussi une histologie très particulière. Et là, c'est en général l'HPV2, qui est aussi un alpha HPV, qui est responsable de ces cas. Enfin, en tout cas, chez les patients pour lesquels ça a été étudié. Donc, l'épidermodysplasie viruciforme, c'est une maladie extrêmement rare. Donc là, je me sens vraiment toujours... Je vous parle toujours de choses dans les rares, très très rares, puisque moi, je ne suis pas comme à 1 sur 1000 ou 10 000 ou 50 000, mais c'est des maladies qui touchent un individu sur 100 000 à 1 million. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le très très rare. Mais cela dit, on pense que si on comprend ce qui se passe là, on va peut-être comprendre ce qui se passe pour les autres plus fréquents. Donc c'est lié au bêta-HPV et strictement au bêta-HPV. 30 à 40% des patients vont développer des cancers de la peau non mélanome. Et les patients ne développent que de l'EV en général. En tout cas, dans les formes qui ont été décrites au tout début du siècle, les patients n'avaient que ça. Ils ne font pas d'autres verrues en général. Ils ne font pas de verrues planes ou de verrues vulgaires. Ils ne font que ces verrues extrêmement plates et colorées. Et c'est Gérard Hort, qui travaillait à Pasteur, qui est professeur à Pasteur, qui nous aide encore à travailler sur cette infection, qui a beaucoup travaillé et identifié les HPV et qui a aussi identifié les deux premiers gènes, qui s'appellent TMC6 et TMC8, qui codent les protéines EVER1 et EVER2. Et chez ces patients, ce qui était très intéressant, c'est qu'il n'y avait aucun défaut immunologique détectable et que l'hypothèse, en fait, c'est que c'était une atteinte du kératinocyte, c'est-à-dire de la cellule cible du virus. Et l'hypothèse dominante était que c'était sans doute des facteurs de restriction viraux qui, quelque part, leur défaut compensait le défaut des bêta-HPV, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à E5 et E8. On ne connaît pas très bien la fonction des EVER1 et des EVER2. Deux choses ont été trouvées. EVER1 et EVER2 interagissent avec un transporteur de zinc qui va donc jouer sur l'homéostasis du zinc et donc éventuellement inhiber ou pas la transcription, les facteurs de transcription dépendant du zinc, notamment AP1 qui est important pour la réplication virale. Et d'un autre côté, il a été montré que EVER2 interagissait ou impactait la voie TNF en jouant sur NF-kappa B, et on imagine que ça peut éventuellement jouer sur un signal de survie versus un signal d'apoptose, qui pouvait aussi expliquer pourquoi il y avait l'apparition de ces verrues. Cela dit, voilà, on ne savait que ça. Très très peu de patients, donc très peu d'accès à du matériel. Donc on a, Jean-Laurent, Gérard Hort et moi, nous avons décidé de poursuivre la dissection génétique de l'EV pour essayer justement d'aller un peu plus loin en découvrant des nouveaux gènes. Dans les 10-15 dernières années, il y a eu des formes d'EV qui n'étaient plus isolées cette fois-ci. Donc les patients allaient développer d'autres formes de manifestations cliniques, que ce soit des atteintes virales ou bactériennes, souvent cutanées ou respiratoires ou dans le tract digestif, intestinal. Un patient a développé un cancer à l'EBV, quelques-uns avaient aussi des caractéristiques, des expressions cliniques d'auto-immunité.
tous les patients pour lesquels des défauts génétiques ont été trouvés, tous touchent à nouveau les lymphocytes T. Donc là, il y a quand même bien, il y a vraisemblablement bien une interaction kératinocytes et lymphocytes T. Et tous touchaient non seulement les lymphocytes T, mais particulièrement les lymphocytes T CD4, comme je vous le disais précédemment. Une des hypothèses qui peut expliquer pourquoi des défauts en lymphocytes T peuvent conduire à ces verrues qui sont réfractaires au traitement. En fait, dans la verrue, il y a 2 étapes. Il y a d'abord l'infection par le kératinocyte et développement de la verrue. Et là, on peut imaginer que des défauts intrinsèques au kératinocyte vont conduire au développement de la verrue. Mais ensuite, il y a recrutement des lymphocytes T qui, eux, vont pouvoir permettre la régression des verrues. Et donc, en fait, les défauts en lymphocytes T expliquent probablement non pas l'apparition de la verrue, mais l'absence de régression de ces verrues après quelques mois. Donc nous avons continué à recruter des patients et nous avons travaillé sur cette cohorte ici de 6 familles. Vous voyez une famille colombienne particulièrement intéressante parce que consanguine et multiplexe. Et nous avons fait, comme a expliqué, excusez-moi, ici je vous ai résumé les phénotypes cliniques de ces patients. Donc la plupart ont commencé à développer des verrues avant 10 ans. La moitié d'entre eux ont développé des cancers et certains sont décédés. En général, pas de levée, mais plutôt d'autres atteintes infectieuses ou pas. Nous avons fait donc l'approche classique que nous avons maintenant au laboratoire que Bertrand vous a expliqué ce matin. Donc nous faisons des exomes et comme nous avions des familles consanguines, nous avons aussi associé ça à des analyses de liaison à partir des données d'exomes ou à partir de SNP Array pour le faire. Et en fait, toute cette famille, bien que de pays différents, partageait une région commune sur le chromosome 15. Et quand on croisait cette région avec les données d'exomes, en fait, toutes ces familles, tous ces individus présentaient des mutations dans le gène CYB1. CYB1 code la protéine Calcium and Integrin Binding Protein 1. Et ici, vous avez toutes les mutations et la plupart conduisent à des frame shifts, un codon stop et une mutation qui touche un splice. Et elles sont toutes rares, voire privées. Et il y avait une pénétrance clinique complète, c'est-à-dire que tous les individus qui étaient homozygotes pour les mutations ont développé un phénotype de V. Tous ceux qui étaient hétérozygotes ou white type, bien évidemment, ne présentaient aucun symptôme. Donc cette protéine, eh bien, il existait la KO, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, les mâles, les souris mâles sont stériles. Elles présentent des anomalies cardiaques, vasculaires ou homéostatiques, mais elles n'ont jamais été challengées pour la réponse immunitaire, et elles n'ont jamais, aussi bien sur l'aspect l'immunophénotype en général que challengées pour des infections. Donc on n'avait absolument aucune idée de quel peut être le rôle, de CYB1 dans la réponse immunitaire. En revanche, c'était connu pour jouer dans la migration cellulaire et l'adhésion, et pour impacter bien sûr sur la transduction du signal dépendant du calcium. Tous les patients présentent un défaut d'expression de CYB1, quelle que soit la mutation et quelles que soient les cellules sur lesquelles nous avons regardé la protéine expression, sans doute liée à une dégradation de l'ARN due à des frame shifts ou à un splice alternatif. Tout comme les patients EVER 1 ou 2, dont je vous disais tout à l'heure qu'ils avaient un phénotypage immunologique tout à fait classique, les 5 patients CYB1 que nous avons pu étudier avaient également un nombre normal de lymphocytes T, B, NK, CD4, CD8, naïve mémoire, une réponse, une prolifération normale à l'anti-CD3, anti-CD28 et des fréquences dans le sang de population T qui vont pouvoir être redirigées vers la peau, donc qui ont des marqueurs spécifiques pour aller vers la peau, étaient aussi tout à fait normales comme chez les patients EVER1 et EVER 2. Donc du coup, on se retrouvait, comment on peut relier CYB1 à la peau. Nous avons d'abord vérifié que CYB1 était bien exprimé au niveau de la peau, et c'est le cas. Et en plus, c'est bien exprimé sur l'ensemble de l'épiderme, mais aussi au niveau de la couche basale, donc là où il y a les cellules cibles de l'HPV, ainsi que dans les bulbes des cheveux, qui sont aussi une cible des papillomavirus. Nous avons vérifié la migration et l'adhésion, que je ne l'ai pas illustré ici. Et en fait, on ne détecte pas de défaut fonctionnel dans la migration, dans l'adhésion dans les cellules déficientes pour CYB1 quand on les compare à des cellules normales, ce qui montre bien que là, le défaut n'est pas associé aux fonctions connues de CYB1. Et en revanche, l'expression clinique du déficit en CYB1 étant strictement identique aux défauts cliniques retrouvés chez les patients déficients en EVER, on s'est dit qu'ils étaient peut-être connectés. Et nous avons vérifié ça de 2 façons. Nous avons vérifié l'expression de la protéine CYB1
chez des patients EVER1 et EVER2. Et à notre grande surprise, vous constatez que les patients homozygotes pour des mutations dans EVER1 ou EVER2 ont une très forte diminution de l'expression protéine, de l'expression de la protéine, CYP1, ce qui n'est pas le cas chez des patients qui présentent un défaut T comme RHOH ou STK4. Ah, l'image a disparu. Alors je suis désolée, vous allez devoir me croire sur parole, mais en fait quand on a ramené la forme sauvage d'EVER1 dans des cellules déficientes pour EVER1, on restaurait l'expression de CYP1, ce qui montrait bien que c'était bien le défaut en EVER1 qui justifiait cette diminution d'expression que je vous ai montré précédemment. J'espère que ça ne va pas faire ça pour le reste, non. Du coup, comme il y avait une diminution de l'expression de CYP1 dans les cellules EVER déficientes, on s'est dit qu'elle devait vraisemblablement former un complexe, ce qui pouvait expliquer l'instabilité de la protéine CYP1 quand il n'y avait pas EVER1 et EVER2. Et c'est effectivement ce qu'on observe ici. Quand on immunoprécipite EVER1 ou EVER2 et qu'on révèle, on est capable de détecter CYP1. Et quand on immunoprécipite CYP1, on est capable de détecter EVER1 et EVER2, ce qui montre bien qu'il forme un complexe. Donc nous avons identifié une nouvelle étiologie génétique associée à l'EV, donc chez 24 patients qui viennent de 6 familles totalement non reliées, et que CYP1, a priori, était exprimé dans le bon tissu dans le bon tissu qui était concerné par la maladie, qu'on ne détectait aucun défaut fonctionnel des fonctions connues de CYP1 dans les cellules qui sont déficientes pour ce gène. Et donc, ce qui laissait supposer que, en fait, CYP1 avec EVER1 et EVER2 sont effectivement des facteurs de restriction virale et que leur fonction principale au niveau de l'homme, ils ont sans doute des tas de fonctions, mais que leur fonction principale non redondante était en fait de lutter contre les infections HPV au niveau de la peau. Donc parmi les définitions, la définition qui caractérise des facteurs de restriction antivirale, il y a donc que ce soit codé par le génome, que ce soit exprimé dans le tissu relevant de l'infection, bien évidemment, que ce soit capable de restreindre le cycle réplicatif viral, et c'est le cas puisque le seul phénotype clinique de ces patients est une infection par HPV et c'est de l'EV. Et donc, je vous ai montré qu'a priori, il n'y avait pas d'autres défauts fonctionnels biologiques identifiables, en tout cas à l'heure actuelle, chez ces patients. Donc, ce qui laisse penser que leur fonction biologique principale, c'est bien l'activité antivirale. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, mais que je vous montre ici, c'est qu'en fait, on a vérifié et les cellules déficientes pour CYP1 n'ont aucun défaut dans l'hémostasie du zinc et n'ont aucun défaut de réponse au TNF en regardant NF-κB. Donc tout ce qui avait été montré pour EVER1, EVER2 n'est pas retrouvé dans les cellules déficientes pour CYP1, ce qui montre bien que c'est a priori que le mécanisme qui explique le V dans ces déficits immunitaires est indépendant du zinc et indépendant de NF-κB. Et en plus, nous avons observé que tout comme EVER1 et EVER2 étaient ciblés par la protéine E5 dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'est pas chez les bêta-HPV mais qui est chez les autres HPV, eh ben, nous constatons que CYP1 est également ciblé par E5, ce qui laisse donc vraiment penser qu'il y a des protéines virales des HPV qui sont capables de les cibler pour sans doute les inhiber. Et donc, ce qui dévalide l'hypothèse que c'est effectivement bien des facteurs de restriction antivirale. Donc notre hypothèse à l'heure actuelle, c'est que bien sûr dans la population générale, le fait que les bêta-HPV n'expriment pas E5 mais que que les individus sains sont capables d'avoir le complexe EVER1, EVER2, CYP1 fait que nous n'avons aucune manifestation clinique contre les bêta-HPV. Contre les autres HPV qui sont plus agressifs par la présence de E5 et de E8, CYP1, EVER1, EVER2 sont sans doute capables de les restreindre, mais eux-mêmes ont donc avec E5 et E8 vont être capables d'inhiber ce complexe, mais comme il existe sans doute d'autres facteurs de restriction antivirale anti-HPV, eh ben, il y a ou pas expression clinique par les autres HPV, alors que chez les patients EV, comme il n'y a pas CYP1, EVER1 ou EVER2, eh ben, les bêta-HPV sont capables de se répliquer et donc de conduire à une expression clinique, alors que pour les autres HPV, effectivement, ce mécanisme-là de restriction ne marche pas, mais il existe toujours les autres qui peuvent expliquer pourquoi ces patients ne développent pas particulièrement d'autres verrues. Donc, au niveau de ce sujet, bien sûr, nous allons continuer à disséquer l'aspect génétique pour comprendre le V. Et ce que nous voulons vraiment aussi disséquer, c'est le crosstalk entre les kératinocytes, cellules cibles du virus, et les lymphocytes T qui vont être impliqués dans la régression des verrues.
Et pour ça, nous allons essayer de développer des systèmes de co-culture et d'infection avec les HPV. Mais nous souhaitons aussi nous commençons à nous intéresser aussi aux autres formes d'infection cutanée aux HPV. Donc, les patients qui présentent des verrues vulgaires ou plates, qui sont complètement réfractaires, qui en ont des dizaines sur les mains, sur les pieds, parce que eux, on pourra, comme ils ont E5 ou E8, on pourra aussi mieux comprendre comment tout cela fonctionne, et d'un point de vue du virus et d'un point de vue de la réponse immunitaire. Mais aussi, nous nous intéressons aux formes laryngées, ces patients qui font des atteintes laryngées qui nécessitent plusieurs chirurgies par an. C'est totalement inhabituel. Et nous pensons que cette réponse immunitaire au niveau ici du larynx est sans doute un petit peu différente de ce qui se passe au niveau de la peau, et nous aimerions pouvoir disséquer aussi ce mécanisme. Enfin, en juste 2 diapositives, je dois avoir dépassé mon temps, donc vous n'arrêtez pas, vous n'hésitez pas à me faire signe. Donc, ce phénotype d'homme arbre, comme on le dit, vous avez ici une illustration des mains et des pieds. Il en a sur quasiment tout le corps. Alors, ce n'est pas 90% du corps, mais il en a aussi sur le tronc, dans le dos et sur les jambes. C'est une famille consanguine avec au niveau donc P1 qui est donc le phénotype Triman, mais en revanche il y a un de ses cousins et la fille de son cousin qui eux présentent des verrues qui ont été diffuses puis qui ont un peu régressé dans le cadre de P2, donc du cousin. Et nous sommes donc intéressés au niveau génétique et nous avons identifié par exome et linkage, en fait ils ont une mutation dans CD28. Donc CD28, molécule essentielle à la co-stimulation des lymphocytes T. Donc on ne s'attend pas à avoir un phénotype aussi restreint pour un défaut en CD28. La mutation est ici et en fait ça code pour soit un missense mais aussi un défaut de splice. Et on remarque qu'il y a quand on prend les lymphocytes T4, CD4 ou CD8, on observe une perte complète d'expression du CD28. Et donc nous sommes en train d'aller plus loin dans la caractérisation au niveau des lymphocytes T, des sous-populations, est-ce qu'elles sont toutes absentes, certaines plus ou non, etc. etc. Donc j'espère pouvoir vous en dire plus l'année prochaine. Donc tout ça pour vous résumer que donc, nous avons identifié un nouveau gène associé à le VCIB1 et nous avons donc trouvé un nouveau gène associé soit à des verrues vulgaires, profuses malgré tout chez P2 et P3 de cette famille, de cette dernière famille, soit un phénotype Triman avec le défaut en CD28 qui nécessite encore des investigations fonctionnelles. Donc j'espère vous avoir convaincu que toutes ces études servent bien sûr et avant tout ont des implications cliniques, bien sûr de diagnostic et de conseils génétiques, mais aussi on ne va pas traiter un patient qui a un CD28, par exemple, un défaut en CD28 où on peut donc faire de la greffe de moelle osseuse, par exemple, comme un patient qui a des mutations dans CIB1, où là on touche le kératinocyte, où donc là il va falloir cibler un tout autre type cellulaire pour faire de la thérapeutique. Et ce qui est aussi très intéressant et que je pense qu'on ne met pas assez en avant, ce sont non seulement les susceptibilités des patients, mais leur résistance. C'est-à-dire que souvent on décrit très précisément à quelles infections les patients ont fait, mais on ne décrit pas forcément très précisément qu'est-ce qu'ils ont rencontré comme microbes, et pourtant ils n'ont pas développé d'infection. Parce que ça aussi, c'est de l'information qui nous permettrait de creuser éventuellement plus vite et mieux les patients qui, eux, font des infections par exemple les herpès, on va forcément faire des sérologies, ou enfin certains types de sérologies vont être faits un petit peu en systématique chez les patients qui font des déficits immunitaires, et pourtant ce n'est pas forcément toujours bien décrit et bien rapporté dans les papiers, alors que c'est de l'information très utile en fait derrière, je pense, pour comprendre. Pardon ? Voilà, exactement. Et bien sûr, les implications biologiques, comprendre la pathogénèse de la maladie, ça veut donc dire pouvoir faire un traitement adapté, comprendre la contribution des cellules hématopoïétiques et non hématopoïétiques dans le développement de la maladie, et donc cette réponse immunitaire intrinsèque au tissu, en fait, et ce n'est pas le système immunitaire tel qu'on l'entend qui est atteint. Et aussi, nos études, je pense, petit à petit, sont en train de montrer que la réponse immunitaire, elle est certes spécifique contre un microbe donné, mais dans un tissu donné également. Je vais illustrer ça avec l'herpès 1. L'herpès est capable de donner 3 formes d'infections sévères, l'encéphalite herpétique, l'hépatite fulminante et les infections disséminées cutanées. Mais cliniquement parlant, ces formes sont exclusives. En tout cas, je n'ai jamais vu dans la littérature ou avec vous, quand on discute des patients que vous rencontrez, un patient qui avait fait et une encéphalite herpétique et une hépatite fulminante et une atteinte cutanée disséminée à herpès 1. Or, pourtant, c'est le même virus. Et on est sûr qu'ils l'ont rencontré. Il y a donc bien une spécificité. Donc, la spécificité de la réponse immunitaire, elle est bien microbe dépendant, mais elle est vraisemblablement, au moins en partie, tissu dépendant également.
Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est important de bien préciser quand les patients ont rencontré un microbe, mais sans développer d'infection particulière. Les travaux que je vous ai présentés, tout ce travail sur CIB1 a été fait par Gilles, qui était une postdoc du laboratoire, et le travail de CD28 est fait par Vivien, bien sûr Jean-Laurent et Laurent pour nous supporter au quotidien. Tous nos collaborateurs, et vous y compris, puisque vous nous rapportez des patients, et nous savons tout le travail que représente de contacter les familles, de collecter le sang, de nous l'envoyer, de vous dire « Ah, le sang est arrivé en mauvais état, il faudrait les recontacter, nous en renvoyer ». On sait tout ça, on est désolé, on voudrait travailler plus vite et encore mieux. Mais je vous promets qu'on fait vraiment le maximum et je vous remercie pour votre attention.